Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode du Face à Fab sur BAF Media. Alors tout d'abord, avant de commencer, les vacances d'été vont débuter, donc je vous souhaite à tous et à toutes des bonnes vacances. Et puis pour ceux qui travaillent, eh ben, bon courage à vous pour le travail en plein été sous la chaleur. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir un jeune humoriste dans ce Face à Fab sur BAF Media que vous avez même peut-être pu voir il y a quelques semaines ou quelques mois sur la chaîne Culture Box dans le Top Comedy Club animé par Mathieu Madénian. Il s'agit de Johan Le Savre. Salut Johan, comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi? Eh ben ça va nickel. Déjà merci beaucoup d'accepter de participer à ce projet sur BAF Media. Ben, merci à toi de m'inviter. Trop chouette. Alors, Johan, avant de parler de tes expériences, de ton parcours et de tes projets, on va commencer cette interview du Face à Fab avec le rituel, justement, du Face à Fab qui s'appelle l'entrevue de l'invité. Je te pose des questions vraiment toutes simples et faciles et tu me réponds par des réponses tout aussi simples. Alors, on va commencer tout de suite avec ton nom et ton prénom. Johan Le Sav. Date C'est de bon, ça. naissance et lieu de naissance. Je suis né le 12 juillet 94 à Montpellier. Plus grande qualité, plus grand défaut. Oui, plus grande qualité, je dirais gentil. Euh, et plus grand défaut, je dirais impatient. Ton premier boulot, ton tout premier boulot, vraiment le tout premier que tu as pu faire. Mon tout premier boulot, c'était vendeur en magasin. Je vendais des baskets. Ton plat préféré. La pizza hawaïenne. Ah, parfait. La pizza à l'ananas, la fameuse. T'aimes? Ah, j'adore. Oh, mais je t'aime trop. Ah ouais, ça va être incroyable, incroyable. La chose que tu aimes le plus au monde. Là, par rapport à l'interview, je dirais la scène. Et ce que tu ressens, pour terminer cette entrevue de l'invité, ce que tu ressens en ce moment même. Des moustiques autour de moi. Là, je parais sympa, hein, mais au fond, ça pique. Alors, Johan, pour commencer cette interview, peux-tu déjà nous expliquer un peu de quel milieu familial tu viens et dans quel milieu familial tu as vécu dans ton enfance? Famille très modeste, classe moyenne. On n'était pas pauvres, mais si je demandais quelque chose un peu trop cher, il fallait. C'était toujours le mois prochain. Et le mois d'après, on me disait le mois prochain. Donc assez, ouais, assez famille modeste. Moi, mes parents sont séparés quand j'avais 6 ans, donc du coup, j'ai grandi avec ma mère, qui avait pas un boulot incroyable et tout, donc j'ai jamais manqué de rien. Mais on avançait tranquillement dans la vie, quoi. Et voilà, et je voyais mon père comme beaucoup d'enfants, quand les parents divorcés, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Et voilà. À l'école, quel genre d'élève tu étais? Je vois ton sourire que tu as déjà la réponse. En vrai, enfin, jusqu'au lycée, j'étais pas le mauvais élève. J'avais je pense entre 12 et 15 de moyenne. Mais ce que je kiffais le plus, c'était faire rire les potes, hein. Moi, c'était ça qui m'animait quoi à l'école. La, Je la- crois que c'est euh, tu vois qui me faisait sentir un peu vivant quoi. Ouais, ouais. La prochaine question, justement, c'était est-ce que tu étais le rigolo de la classe? Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, le vrai kiff, c'était de faire rire les potes quoi. Parce que vu que j'étais pas extra fort en classe, je pouvais pas briller par mes talents avec les notes ou avec la connaissance, etc. Et par contre, dès que je faisais marrer, je sentais que je tenais un petit truc, donc on- j'ai ressenti ce truc de faire marrer les copains, quoi. Et les professeurs. D'ailleurs, tu sais que j'ai recroisé une prof à moi qui maintenant fait un peu de stand-up à côté de son taf et tout. Et on s'est recroisé il y a pas longtemps. Elle m'a dit, tu sais que je pouvais rien dire, hein, parce que j'étais ta prof et tout, mais tu me faisais rire. J'en parlais à mon mari le soir que je pouvais rien te dire. Je trouvais ça trop marrant. Je trouvais ça trop marrant parce qu'en fait, je me rappelle très bien, hein, que je me faisais engueuler, que je me faisais virer de classe et de savoir qu'au fond, ça allait me faire marrer, c'est trop, trop drôle. Vu que tu disais le rigolo de la classe, est-ce que déjà à cette période, tu te voyais faire un peu de l'humour ou du stand-up ou travailler dans l'humour déjà de base ou est-ce que tu avais d'autres ambitions à ce moment-là? Moi, j'ai jamais su vraiment quoi faire.
comme métier. Pour moi, le rire, c'était plus un truc que je voyais à la télé avec, tu sais, des idoles, tu vois, des Gad Elmaleh, des Jamel, des Florence Foresti. Tu- C'était plus un rêve, tu vois, au loin qu'un métier que je pouvais faire. Et j'ai jamais su vraiment quoi faire. Tu vois, après le collège, j'ai fait un bac pro commerce, mais parce que je bavardais et qu'il fallait avoir la tchatche pour faire un bac pro commerce. Donc c'est le seul truc où j'ai pu aller, mais j'avais pas en tête de faire, tu vois, des études là-dedans ou je savais pas trop. Je savais pas trop et du coup, ouais, c'était pas du tout dans l'objectif de devenir humoriste ou comique, acteur. Enfin, c'était pas du tout prévu, quoi. Et t'avais quand même des idoles dans ce milieu-là, quand t'étais jeune? Ouais, bien sûr, mais je crois que c'était que dans ce milieu-là, mes idoles. Ah, d'accord, ok. Après, beaucoup tu vois, des rappeurs, des chanteurs, Oui, oui, oui. mais vraiment, ce qui me faisait rêver, c'était de voir des comiques à la télé, quoi. Et ensuite, du coup, comment est arrivé ton intégration dans le stand-up et dans l'humour? Moi, j'ai commencé par le théâtre avant le stand-up. Ouais. J'ai fait des cours de théâtre en amateur, donc c'était tous les lundis soirs dans un théâtre à Montpellier, le théâtre La Chocolaterie, ça s'appelait, près d'Arène. Je faisais ça, ouais, du coup, les lundis, et j'avais du coup un taf à côté. Euh, Et après ce théâtre dans lequel je prenais les cours, ils ont repris une pièce et du coup ils m'ont intégré dedans, ils m'ont donné un rôle dans la pièce. Donc tous les week-ends je jouais le soir cette pièce. Je crois que c'était pendant 3 mois, je crois bien. Donc pendant 3 mois je jouais cette pièce, etc. Après j'ai pris des cours dans un autre théâtre où où un jour j'ai su que ma prof elle me dit les cours c'était le lundi et elle me dit demain ils font des auditions, ils cherchent des nouveaux comédiens pour le théâtre. Donc moi, le soir, je regarde un peu les auditions sur Internet et tout. Sauf que les inscriptions, elles s'étaient terminées il y a 2 mois déjà. Donc je pouvais pas, c'était trop tard. Et je suis quand même allé. Et donc je tombe sur le directeur du théâtre ce jour-là et tout. Il me dit, ouais, mais les inscriptions, elles s'étaient terminées. Ils avaient un texte à apprendre et tout. Je dis, je peux pas le faire, vous me passez le texte maintenant, j'ai de l'apprendre rapide et je fais l'audition. Je fais, bon, allez, vas-y si tu veux. Et j'ai fait l'audition texte à la main et tout. Et ils m'ont pris pour 2 pièces là-bas. Et donc ensuite, voilà, de plus en plus d'opportunités. Et c'est comme ça après que j'ai lâché le dernier taf que je faisais, c'était commercial. Je me suis dit, écoute, j'avais 25 ans. Si je le tente pas maintenant, je le tenterai jamais. Je préfère, tu vois, tenter ma chance là. Si ça le fait pas, j'aurai toujours une opportunité de retomber sur un taf, disons plus ordinaire, classique, quoi. Ah ouais. Euh, Au final, ça l'a fait. Depuis, je suis jamais redescendu de la scène, quoi. Donc aujourd'hui, tu en vis totalement, quoi. Ouais, là, ça fait 6 ans là que je suis intermittent du spectacle. Et du coup, dans le stand-up, tu as déjà également pu faire la première partie de Gad Elmaleh. T'en parlais tout à l'heure de Gad Elmaleh. Ouais, Euh, incroyable. D'ailleurs, il est revenu il y a quelques jours, je crois, à l'Odéon, à Montpellier, il me semble. C'était pas l'audience, c'était au Redline. Ah, c'était au En fait, Redline, oui, non, au Redline, ouais. Ouais, la scène, elle est incroyable. C'était il y a 2 jours là. On est ouais. mercredi. Le mercredi, le spectacle au Redline, il est gratuit. Les gens étaient pas au courant. Et en fait, il faisait son spectacle au Pasino de la Grande Motte Ah oui, à d'accord. 20. Ok. Mais le gars est un amour. C'est un amoureux du métier, du stand-up. Donc, il a fait 2 heures de show à la Grande Motte. Et après le show, il a pris un taxi. Il a fait une demi-heure de taxi pour venir dans le Comedy Club, faire 15 minutes de passage. Il est venu juste pour le kiff, quoi. Pas payé, rien, juste pour Ouais, être ouais. proche de moi tu vois, dans une salle plus petite où tu vois vraiment les gens, il y a vraiment un truc qui se crée, quoi. Alors les grandes salles, c'est génial aussi, hein. C'est génial, t'as plein de monde qui peut venir voir le spectacle et tout. Mais là, c'était incroyable. Les gens, ils ont pas payé, ils étaient pas au courant. Et le MC dit, allez, on a un dernier humoriste à vous présenter. Il nous fait l'honneur de venir. Faites du bruit pour Gad Elmaleh. Les gens, ils étaient, tous les gens et tu le vois arriver parce qu'en plus, le red line, faut passer derrière le bar, sous une trappe, le truc improbable, quoi. Tu passes derrière le bar, les gens, ils étaient choqués. Mais la réaction du public a été extraordinaire. C'était magnifique. Et le gars est venu, il a fait 15 minutes de blague, et après, il est reparti. Et je te dis, deux Ouais. heures de show et 30 minutes de taxi pour venir dans un petit club. C'est un vrai, vrai bon gars. Tu vois la simplicité du mec, quoi. Trop, trop gentil. Et du coup, tu as pu le rencontrer à plusieurs reprises. Tu disais que c'était un idole de jeunesse. Quelle est ta vision Ouais. de Gad Elmaleh? Pour moi, Gad Elmaleh, malgré toutes les histoires qu'il y a pu avoir sur lui, on se rappelle de copies comiques à l'époque, etc. Ça enlève en rien son talent, son talent d'interprétation.
parce que avant tout, Gad Elmaleh, c'est une c'est une gueule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il peut, tu vois, juste d'un lever de sourcil, il peut te faire une tête. T'imagines le personnage qu'il est en train de, tu vois le personnage qu'il est en train d'interpréter. Ouais, Il ouais. a les histoires, une manière à lui tout seul. Et comme je te dis, c'est un charbonneur. Tu vois, regarde, il fait 2 heures de show là. On parle d'un truc qui a 2 jours. Hein. Il fait 2 heures de show dans une grande salle. Et ben, il prend un taxi pour venir encore faire des blagues devant un public un peu plus restreint. Il a fait une tournée de plein de comédie clubs et tout. Il s'arrête pas. Je suis Gad Elmaleh. Dans tous les cas, je vais poser une date dans une salle, elle sera remplie. Non, il cherche à, à avoir des blagues qui sont, tu vois, il est poli, il met du temps à les travailler pour que ce soit le plus fort possible, quoi. Et je trouve que après toutes les années de carrière qu'il a, c'est un exemple. C'est un vrai exemple. Bah, surtout, ouais, et puis de garder un peu cette mentalité aussi, malgré toute la carrière qu'il a, comme tu dis, tout le monde qui le suit depuis ce temps-là et qui garde quand même cette simplicité, et comme tu dis, qui viennent comme ça, qui prennent le temps de faire une demi-heure de taxi pour venir voir des jeunes humoristes enfin, c'est. Ah ouais, pour faire le même temps que nous, etc. Il s'est mis au même niveau que nous pour travailler ses blagues. Il est hyper accessible. Juste avant, je me rappelle, il y avait une copine, Camille Tissot, qui était en train de passer. Il était derrière le rideau, il écoutait. OK. Il disait, ah, ben, peut-être ça, elle pourrait le tourner comme ça. Tac, tac. Il nous fait des retours. Il est plein de Ah ouais, conseils. ah ouais, en plus, il vous Il fait est, des retours et tout, ouais. il est génial. Et du coup, toi, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, comment tu définirais l'humoriste que tu es? Je dirais que j'essaye de faire de l'humour accessible à tous, sans pour autant plaire à tous. Mon but, c'est pas de plaire à tout le monde. Et, j'espère que je plais pas à tout le monde d'ailleurs. Mais le but, c'est que peu importe ton âge, on disait tout à l'heure, t'as ta catégorie sociale, ta culture. J'ai envie que tu kiffes, qu'on kiffe tous ensemble, qu'on rit aux mêmes blagues, que ce soit. Je trouve que l'humour, c'est bien si c'est fédérateur, quoi. Tu vois que on se pose pas de questions, on est dans une même salle, on a le même but, c'est rigoler, passer un bon moment tous ensemble, sans trop se poser de questions, quoi. Euh, et j'essaye d'être le plus proche de ce que je vis au quotidien, donc Ouais. de raconter mes anecdotes, mes petites histoires sur mon enfance ou ce qui m'arrive actuellement, etc. De la manière le plus simple possible pour rester le plus naturel et pour que les gens, ce qu'ils voient sur scène, ben, le Johan que tu vois sur scène, c'est le Johan dans la vraie vie, quoi. Et en 2023, tu avais lancé ton tout premier spectacle, Lève-toi, ça s'appelait. Ouais. Pourquoi t'as choisi ce titre pour ce tout premier spectacle? J'avais choisi ce titre parce que ben, c'était un peu le début, tu vois, c'était vu que c'est le premier spectacle. Je trouvais que l'image était jolie, le lève-toi, on y va, c'est parti, quoi. J'avais aussi, avant, je crois que j'avais genre 15 minutes de blague, que j'avais déjà l'affiche de mon spectacle en tête. J'imaginais déjà, tu vois, dans un lit pris d'en haut et que le titre ce soit Lève-toi alors que je suis allongé et tout sur le lit. Je trouvais que c'était chouette comme image, quoi. Mais c'était surtout ouais, que ce soit pour un premier spectacle, le démarrage de quelque chose. Et il y a toujours des dates de prévues pour le spectacle ou pour l'instant c'est Là, je le joue un peu en exceptionnel au théâtre de l'Odéon à Montpellier. Je ouais. l'ai longtemps rodé au théâtre du Point Comédie à Montpellier. C'est une petite salle de 49 places. Pour roder le spectacle, c'est génial parce que je jouais 2 fois par mois. Je jouais un mardi sur deux, en gros. Et donc, pour le travail, c'était chouette. Après, je l'ai joué tous les jours au Festival d'Avignon. Et du coup, ça, ça vraiment, il a de la première à Avignon et de la dernière. Donc, ça, en gros, ça faisait, bah, je crois, à peu près entre 20 et 25 dates, je sais plus trop. Là, la couleur du spectacle a complètement changé, le truc. Enfin, ça m'a vraiment permis de bien le roder. Et du coup, je crois que, tu vois, on parlait d'un défaut, je crois que je me lasse vite. Et du coup, en fait, il faut savoir que avant de lancer le spectacle, moi, ça faisait 3 ans que je le rodais dans les comédie clubs, etc. Ouais. Donc, à partir du moment où je l'ai lancé, déjà, les blagues qui contenaient, elles avaient 3 ans. Donc, après, je l'ai joué tout un festival, pendant toute une saison à Montpellier et tout. Donc, je suis arrivé à un moment où ce que je raconte dedans, ça me ressemble plus trop. Enfin, ça reste toujours moi, mais c'est un peu du passé, entre guillemets, au niveau de l'écriture, des blagues et tout. J'ai l'impression que j'ai évolué en termes d'écriture, tout ça. Donc, maintenant, je l'ai joué en mars 2023
à l'Odéon. Donc c'est une grande salle. L'Odéon, c'est 350 places. On avait fait complet et tout, c'était génial. Et du coup, je l'avais rejoué en exceptionnel en novembre. Et c'était encore rempli et tout. Donc voilà. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates prévues. J'essaye en ce moment d'écrire un nouveau spectacle, donc j'écris plein de trucs. Je suis sur un peu tous les plateaux, sur tous les comédie clubs pour essayer de roder des nouvelles blagues. Et j'espère qu'on arrivera à un deuxième spectacle assez cool. Justement, j'avais envie de te poser une question par rapport à ça. Justement, un humoriste, comment il s'y prend pour préparer toutes ces blagues, tous ces sketchs et tout ça? Alors, bon, j'imagine que t'écris tout à la main, mais après, est-ce que tu te renseignes auprès d'autres personnes aussi, voir ce qu'ils en pensent, voir en plus de faire les petites salles, comme tu dis, comment ça se passe, on va dire, une journée d'écriture pour un spectacle? Moi, je crois que je suis pas le bon exemple parce que j'ai pas de rigueur au niveau de Ouais. l'écriture. Je sais qu'il y a des humoristes que j'admire, hein, parce que ils se disent, allez, tous les jours, pendant 1 heure et demie, je mets un chrono et j'écris. Même si c'est pas forcément drôle, des idées, après on essaye, tu vois, de condenser tout ça et d'en faire des blagues. Moi, j'écris quand ça me vient. Donc, des fois, pendant une semaine, tous les soirs, je vais écrire parce que, tu vois, ça gamberge, j'ai des idées en tête et je trouve les angles pour faire rire et tout. Et des fois, pendant des longs moments, j'ai rien. Et je me dis, c'est pas grave. Je préfère, moi, c'est juste ma façon de faire. Hein. Je me dis que si là, j'ai rien à écrire, c'est que c'est pas le bon moment et que quand ça viendra, ben, j'écrirai. Et donc, à partir de là, on écrit. On va dans les comédie clubs, on s'enregistre, on réécoute, on voit là où ça rigole moins. Là où ça rigole moins, on essaie de réécrire, etc. Il y a des passages qu'on va complètement supprimé parce que ben on n'a pas trouvé le bon angle ou alors ça rigole pas assez, c'est pas assez chouette donc on fait complètement autre chose ou alors ben justement on trouve une autre manière de formuler une blague pour qu'elle claque mieux, etc. Et donc c'est beaucoup de taf. Hein. En fait, ce qui est très très cool avec le stand-up, je trouve, c'est que quand on voit du bon stand-up, on a l'impression que c'est facile. Et pour que ça paraisse facile, c'est un travail de fou furieux. Que tu dois faire attention au fait, tu fais attention à tous les rires, toutes les réactions que tu as quand tu fais les salles et tout ça, qu'après tu dois supprimer des petites parties de sketch, alors que je suppose que des fois il y en a certaines, tu te disais, oh ben ça, peut-être que ça devrait faire rire, et au final tu es un peu déçu parce que ça fait rire Ouais. personne. Enfin, je suppose qu'il doit y avoir des petites déceptions comme ça aussi. Ça, c'est dur, en fait. Tu sais, il y a des passages, ça te fait rire, toi, tu dis, ah, mais ça, c'est trop marrant. Et tu sais, donc, cette blague, tu l'as fait, ça prend pas comme tu pensais. Donc, déjà, sur scène, faut l'encaisser. Parce Ouais. que là, t'es pas au cinéma ou coupé, on l'a refait d'une autre manière. Non, les gens, ils sont face à toi, ça les fait pas rire, il y a que toi et les gens, ils étaient comme ça. Ah, bon, ça fait pas rire, ok. Donc, là, on retravaille. C'est pour ça, faut accepter aussi le bide. Ça fait partie du métier, quoi. Je pense qu'il n'y a pas un humoriste aujourd'hui qui est en place qui a jamais fait un seul bid. T'es obligé de passer par là. Et justement, c'est sain de prendre un bid, c'est que forcément, c'est pas assez carré. C'est impossible d'écrire un truc tout de suite. C'est exceptionnel. Enfin, il y a des génies. Hein. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, je pense qu'il y a des humoristes qui ont déjà ça en eux et donc ils écrivent un truc qui marche déjà super bien. Mais je pense que le fait de bider, de retravailler, etc., c'est là où tu charbonnes, où tu vas au front, où justement après, quand tu as un passage que tu as rodé longtemps, que tu as vraiment beaucoup travaillé, que ça fasse vraiment rire et tout, c'est des petites victoires. Hein. Donc ouais, il y a des fois, il y a des passages. Moi, j'ai supprimé des passages entiers qui me faisaient rire moi, où j'étais attaché au truc, où j'ai essayé, ça prenait pas. Je me dis bon, ben c'est que ça marche pas et c'est pas grave. Et après, ça t'a justement d'avoir, parce que je suppose que malgré tout, voilà, comme tu dis, ça arrive à tout le monde d'avoir des bides au départ. Est-ce que toi, ces bides-là, ça t'a donné envie de continuer et de t'accrocher à fond? Enfin, je suppose que oui, si tu en es là aujourd'hui, mais est-ce que par moment aussi, tu t'es pas dit, bon, ça commence à être, ça commence à être relou, quoi. Est-ce que tu as eu Ben, ce petit truc ou pas, ou malgré tout, ben, c'est bizarre parce que les premiers beats c'est dur. ouais. Enfin, moi en tout cas, je l'ai vécu comme ça, c'est dur. Mais ça m'a jamais traversé l'esprit de c'est trop dur, j'arrête ou oh là j'ai la honte, je m'affiche ou rien du tout. J'étais vraiment dans un truc, écoute, je vais y arriver. Là, ça marche pas, je vais réécrire, j'y retournerai. Ça m'a jamais barré le chemin de on va faire des blagues quoi. Alors, et justement, tout à l'heure, tu parlais de pièces de théâtre, que tu as commencé dans le théâtre, maintenant tu fais du stand-up, mais en plus de ça, je pense que tu continues aussi les pièces de théâtre. Ouais. Entre les deux exercices, qu'est-ce qui différencie les deux exercices et toi, qu'est-ce que tu préfères entre les deux?
Est-ce qu'il y en a un que tu préfères un peu plus quand même malgré tout, ou est-ce que les deux te... Alors moi, je pourrais pas choisir entre les deux. Je crois que j'aime trop le théâtre et le stand-up pour faire un choix. Le théâtre parce que déjà tu joues quand tu fais des pièces de théâtre, moi je fais que des comédies essentiellement. Et donc t'es avec tes partenaires, avec les copains sur scène. Là t'es dans la peau d'un personnage. Donc j'aime aussi interpréter autre chose que Hmm. juste être à nu, faire des blagues. Et j'aime me glisser dans un personnage et raconter une histoire avec voilà un décor, un personnage, etc. Donc ça, je pourrais pas ni l'un ni l'autre. Et j'aime beaucoup aussi être sur scène naturellement devant un public et raconter mes histoires, mes anecdotes de ce qui m'arrive réellement dans la vie. Et être seul avec un micro et tes blagues, c'est un kiff aussi. Quand tu fais rire et que les gens applaudissent à des vannes que tu as écrites toi et tout, je trouve que c'est des petites victoires. Mais je pourrais pas choisir entre le théâtre et le stand-up. Alors, Johan, avant de passer aux deux dernières questions de cette interview, euh, Déjà? ça passe vite, hein. Bon, je vais te poser plusieurs questions dans lesquelles tu devras faire un choix entre deux possibilités de réponse. Et les deux possibilités de réponse, forcément, ce sera deux humoristes. Et à chaque Oh, fois, tu devras faire un choix sur deux humoristes. Donc, je vais t'en citer deux à chaque fois. Tu feras le choix d'un. Et après, à chaque fois, on continuera comme ça jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Et, oh, et à la ok. fin, tu diras un petit mot sur le dernier humoriste qui reste, du coup. Alors, j'avais prévu Gad Elmaleh dans la liste, mais du coup, je l'ai enlevé parce que tu m'as dit que c'était un de tes idoles de jeunesse. Donc, je vais le remplacer. Classement il y a Gad Elmaleh et maintenant on va parler des humoristes. Alors, du coup, on va commencer. Et du coup, ces questions vont commencer par plutôt. Et du coup, je vais te dire plutôt tel ou tel. Et puis, on va faire ça sur toute la liste jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Alors, Ok. pour commencer, plutôt Jamel Debbouze ou Franck Dubosc? Oh, c'est dur déjà. Et là, il y en a d'autres qui vont suivre là. Ah ouais. Plutôt Jamel Debbouze ou Franck C'est les Dubosc. plus expérimentés, là. Après, il y aura plutôt des jeunes, même des gens, des collègues à toi, je suppose, que tu connais bien aussi. Donc, Alors, je crois que je dirais Jamel Debbouze, mais je kiffe Franck Dubosc. Jamel Debbouze parce que le spectacle 100% Debbouze, c'est un des spectacles que je regardais. Je te jure, j'étais en primaire, je le regardais tous les matins. Je le connaissais par cœur. Et vraiment, je crois que c'est un des gars qui m'a donné envie de faire ce métier aussi. Mais Franck Dubosc, tout c'est pour toi public et tout, j'avais tout. Je crois que c'était des cassettes à l'époque que j'avais, hein, les VHS là. Mais je dirais Jamel Debbouze. et Jamel Debbouze. Roman Frécinet ou Redouane Bougueraba? Roman Frécinet pour les angles qu'il trouve, enfin ouais pour le message. J'aime Ouais, le beaucoup les message qu'il fait messages. passer dans chaque. C'est vrai qu'il fait passer beaucoup de messages dans ses. Mais respect à Redouane qui est là, il a rempli un vélodrome, un premier humoriste à avoir à avoir fait le vélodrome et tout, incroyable. Je te le souhaite. Déjà, on va essayer de remplir un city. Après, on verra pour pour le vélo. Après, tu feras le stade de la Mosson et après, on verra pour le vélodrome. Voilà, Euh, j'aimerais bien. Paul Mirabel ou Ahmed Silla? Ah, je dirais Ahmed Silla, même si Paul Mirabel, il est de chez nous, hein. Eh oui, Montpellierin aussi. Montpellierin et tout. Et le gars a explosé. Il était à la petite loge et il a fini quelques temps après. Il faisait des Olympias complets et tout. Donc le parcours et le taf du gars, incroyable. Il a joué partout. Paul Mirabel, j'avais discuté avec lui au Paname et tout. Le gars jouait dans des kebabs, il jouait dans des pizzerias, il a joué partout et ça a fait, comme je te dis, il y a que le charbon qui Ah, fait c'est ça, que, oui. ah, C'est pour tout pareil, hein. ah ouais, ouais. Parce que il y a une petite histoire avec Ahmed Silla et tout, donc je kiffe de fou cet artiste. Une petite histoire avec Ahmed Silla. Pas ce que tu penses en fait. Non, enfin je l'ai rencontré, je l'ai découvert, pardon, dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Je sais pas si tu te Ouais. souviens de cette Oui, oui, émission animé euh, par Laurent Ruquier. Ouais. exactement. Et en fait, ouais, je regardais cette émission avec ma maman et tout. Et un jour, on découvre Ahmed Silla, on kiffe de fou. Moi, il me faisait marrer parce que justement, le gars interprétait des personnages, tu vois. Et moi, c'est ce qui me faisait kiffer. C'est ce qui me faisait kiffer. C'est ça qui m'a donné envie de faire du théâtre aussi. Donc, il m'a donné un peu tu vois, le courage de m'inscrire à des cours de théâtre et tout. Euh, je me rappelle, j'avais envoyé un message sur Facebook à l'époque où j'avais dit la force de m'inscrire à des cours de théâtre. J'espère qu'on se croisera sur scène un jour. Il m'avait répondu, il m'avait donné des conseils et tout, trop, trop, trop cool. Et là, il y a quelques mois, j'ai fait sa première partie à Paris.
Donc le parcours et tu vois, l'histoire, elle est belle, je trouve. Ouais, ouais. Pour continuer, Thomas Angelvi ou Thomas Marty? Thomas Marty. Thomas Angel, lui, je connais pas. Enfin, je le connais pas. Je connais l'artiste, mais je l'ai Ouais, jamais ouais. rencontré. Thomas Marty, c'est un copain. J'ai fait ses premières parties quelques fois là dans le sud et tout. Et tu veux un vrai bon gars, Thomas Marty, c'est un amour de mec. D'ailleurs, si un jour il veut faire une interview, je passe le message. Ah oui, c'est Alors ensuite, Florence Foresti ou Anne Romanoff? Florence Foresti. Élodie Pou ou Blanche Gardin? Waouh, c'est dur parce que c'est pas trop le même univers et tout, mais je dirais Elodie Pou parce que ses histoires me parlent un peu plus. J'ai l'impression qu'elle est moins stand-up, Elodie Pou, tu vois. Blanche Gardin, c'est très stand-up. Et c'est bizarre de dire ça parce que je fais du stand-up, hein, mais Oui, oui, oui. parle un peu plus. Ça me fait plus marrer, Elodie Pou. Christelle Chollet ou Claudia Tagbo? Je dirais Claudia Tagbo parce que je connais depuis plus longtemps et Ouais. que je connais plus de sketch de Claudia Tagbo, quoi. Et pour finir, cette partie-là, parce qu'après, faut Ouais, enchaîner. Après, ça va devenir de plus en plus dur. Euh, Camille Lelouch ou Inès Reg? wow. Camille Lelouch ou Inès Reg. Oh, elle est dure celle-là. En plus, elles ont toutes les deux un truc. J'ai l'impression qu'elles ont toutes les deux pété avec des vidéos et tout. Allez, je dirais Camille Lelouch. Alors, du coup, ben, on va continuer. Jamel Debbouze ou Roman Frécinet? Allez, Romane Frécinet. Ahmed Silla ou Thomas Marty? C'est impossible, c'est impossible. Euh, je vais dire Ahmed Silla pour toute l'histoire et tout, mais Thomas Marty, c'est le frérot, donc mais je dirais Ahmed Silla pour toute l'histoire. Laurence Foresti ou Élodie Pou? Florence Foresti. Claudia Tagbo ou Camille Lelouch? Ah, je dirais Claudia Tagbo quand même. Allez, on se rapproche de la fin. Là, je crois qu'on est en quart, là, hein. Roman Frécinet ou Ahmed Silla? Oh là là, il est dur ton jeu. Wouh. Allez, tu sais quoi, je crois que je vais dire Roman Frécinet. Et Je suis du un côté ouf. des femmes, Florence Foresti ou Claudia Tagbo? Alors là, Florence Foresti. Et pour finir, Roman Frécinet ou Florence Foresti? Le jeu est incroyable, hein. Je C'est savais quoi, que je ça vais allait dire poser problème. Je savais. Florence Frécinet. Non, franchement, s'il faut choisir entre les deux, alors que le choix, il est archi dur, Ouais. je crois que je dirais Florence Foresti. Son sketch, pareil. Florence Foresti fait des sketchs à la cigale. J'étais au collège avec les copains, je leur faisais tous les sketchs de Florence Foresti. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais sur Florence Foresti? Je t'ai demandé tout à l'heure par rapport à Gad Elmaleh. Et concernant Florence Foresti, comment tu la définirais pour toi? Ben, Florence Foresti, ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression que cette femme, elle peut faire la première date de sa tournée de rodage, que le spectacle, il va être incroyable. C'est une génie. C'est une génie. Pareil, encore une fois, en fait, j'ai l'impression que c'est des personnalités. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. que des manières de raconter des trucs, tu vois, euh, je me reconnais dans ces histoires alors que je suis, entre guillemets, pas concerné sur plein de trucs. Tu vois, j'étais ado, qu'elle parlait des mamans aux sorties d'école. Je disais, mais grave, alors que je suis pas une maman en sortie d'école, j'ai 12 ans. Et, j'ai été touché par ce qu'elle racontait. Je trouve elle est vraiment, vraiment, vraiment trop forte, quoi. Elle est, elle est incroyable. Encore une fois, une qui, tu vois, faisait des personnages aussi à la base. J'ai l'impression qu'on revient aussi beaucoup là-dessus, c'est que quand tu commences aussi par le théâtre et que tu as acquéri des compétences dans l'interprétation, etc., eh ben, quand tu racontes tes histoires où tu peux, tu vois, quand tu parles d'un gars, interpréter un petit peu le gars et tout, ben, tu t'y reconnais vachement plus.
et tu rentres encore plus dans l'histoire qu'on est en train de te raconter, quoi. Donc, tu vois, Florence Foresti fait des sketchs à la Cigale, j'ai rongé le spectacle, j'ai kiffé. Euh, donc, ouais, pour moi, c'est la queen, hein. Laurence Foresti, Gad Elmaleh, dans le même panier, celui des génies. Ouais. Il y en a un que t'as pas dit et que j'ai envie de mettre dans la liste aussi un peu, c'est Manu Payet, qui pour moi est une Ah oui, bombe oui, de, oui. elle est exceptionnelle. J'ai eu la chance de faire sa première partie et pareil, encore une fois, euh, tu vois, on peut des fois penser, ouais, les artistes, ils doivent être inaccessibles, etc. C'est un amour de gars, pareil, plein de conseils, hyper accessible, un charbonneur et pour moi là, le spectacle Emmanuel qui date quand même il y a quelques années maintenant, le premier, parce que maintenant il tourne Emmanuel 2, Ouais. pareil, spectacle que j'ai dû regarder sans mentir hein, une cinquantaine de fois et pour moi c'est le meilleur spectacle des 10 dernières années quoi. Alors, Johan, avant de terminer cette interview, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite de ta carrière? Pour la suite de ma carrière, qu'est-ce que tu peux me souhaiter de que le statut d'intermittent continue d'exister et globalement que la culture continue d'exister parce que là je parle de mon statut enfin j'ai pas dit mon statut le statut mais globalement que la culture puisse continuer de d'exister, que les événements puissent continuer de vivre et voilà hein. Le mot divertissement, tu sais, il peut être banal et tout, mais c'est c'est hyper important quoi, c'est nécessaire parce que sinon c'est quoi la vie c'est métro boulot dodo enfin tu vois c'est hyper important et tous les gens qui tu vois il y a certains partis politiques qui disent que ça coûte des milliards etc bah déjà c'est faux parce que on cotise pour nous-mêmes on s'autofinance etc donc faut pas tomber dans les panneaux des mensonges etc et surtout que au-delà de tout ça je pense que la plupart des gens, ils ont envie d'aller voir un film au cinéma, ils ont envie de regarder une série, ils ont envie d'aller voir des spectacles, du théâtre, des concerts, etc. Et ben, s'il y a plus tout ça, s'il y a plus si la culture n'existe plus, s'il y a plus de statut intermittent, tout ça, ça existe plus. Et Bah, tu vis donc plus, du coup. ouais, ça serait un peu fade s'il y a Ouais, plus un tout ça, petit quoi. peu, ouais. Donc ouais, si on peut se souhaiter quelque chose pour tous les artistes, pas seulement les humoristes, mais pour tous les artistes, c'est que la culture, elle puisse continuer d'exister. Et pour finir, Johan, question identique pour terminer à tous les invités. Qu'est-ce que tu as pensé de l'interview à laquelle tu viens de participer? Mais moi, j'ai adoré. T'es de Montpellier, t'aimes la pizza hawaïenne, tu connais plein d'humoristes, t'es venu voir des spectacles et tout. On s'aime, ça y est. Parfait, parfait. Ben, Johan, je t'aime. Ah, quelle Non, émotion. c'était trop trop chouette. Le jeu là, il faut choisir des humoristes là. Oh là là, tu m'as dit Franck Dubosc ou Jamel. J'étais quoi? Oh là là, Foresti ou Ahmed Sy là. Bon là là, c'était trop dur. Et Mais encore, et encore, j'ai enlevé Gad Elmaleh, hein. ouais, Eh ben, merci beaucoup à toi, en tout cas, d'avoir participé à ce projet du Face à Fab sur Baf Media. Et je te souhaite le meilleur pour la suite en espérant te voir de plus en plus sur les scènes humoristiques trop et que gentil. tout baigne pour toi. C'est trop gentil. Merci à toi de m'avoir invité. C'était trop cool. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de Baf Media. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.